Bonjour et bienvenue à l'épisode 231 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour vous aider à développer la croissance profitable et durable de vos organisations. Performance, stratégie, changement, c'est bien beau, mais tout ça se fait avec des êtres humains, jusqu'à preuve du contraire. Certains y travaillent, et c'est le sujet des podcasts sur le futur. Mais cela dit, comme pour la communication, nous devons aussi développer nos connaissances sur nos propres manières de réfléchir, de percevoir le monde et de percevoir les situations et de prendre des décisions. C'est là que la question de la confiance, de la sécurité psychologique et des biais cognitifs entre en scène. Dans ce podcast, nous allons explorer les mécanismes de notre cerveau qui sont à l'œuvre lorsque nous travaillons avec les autres ou que nous leur demandons de faire quelque chose. Spoiler, pour bien comprendre ce podcast, je dois vous expliquer une petite chose auparavant. Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée est la traduction du livre Thinking Fast and Slow, publié en 2011 par le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman, qui résume les recherches qu'il a effectuées au fil des décennies, souvent en collaboration avec Amos Tversky. La thèse centrale de ce livre est la dichotomie entre deux modes de pensée, le système 1 et le système 2, et définit les biais cognitifs associés à ces deux modes de pensée. Le système 1, système rapide, instinctif, émotionnel, inconscient, intuitif et ne nécessitant aucun effort. Nous utilisons donc ce système lorsque nous faisons des actions automatiques comme conduire ou calculer 2 plus 2. Néanmoins, cela ne veut pas nécessairement dire que les tâches gérées par le système 1 soient forcément simples. Le système 2, plus lent, plus réfléchi, plus logique, conscient, délibéré et nécessitant de l'effort. Nous utilisons donc ce système lorsque nous résolvons des problèmes analytiquement plus complexes, comme multiplier 47 par 89. Nous sommes conscients du raisonnement que nous utilisons pour résoudre le problème et sommes donc capables de l'expliquer. Bonne écoute. Gilles Favreau possède une vingtaine d'années d'expérience au service de dirigeants d'équipes et d'organisations travaillant dans des environnements complexes et multiculturels, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe ou au Moyen-Orient. La compétence distinctive qu'il a réussi à développer consiste à identifier, comprendre et faire évoluer les comportements humains. Il ancre sa pratique dans les connaissances et les modèles théoriques issus de la psychologie scientifique, à savoir les sciences cognitives, les sciences comportementales, les sciences affectives, et dans la sociologie des organisations. Son mantra, la façon la plus intelligente de voir le monde est d'accepter que tout ce que l'on sait peut être faux. Je recommande chaudement son livre Respire, coécrit avec Égide Altenlo, publié en 2021 chez l'Harmattan et qui est un protocole de changement cognitif et comportemental. Monsieur Favreau enseigne depuis plus de 15 ans dans les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs en France. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-François. Gilles, vos publications sur votre blog ou sur LinkedIn sont toujours à la fois étoffées, référencées et très pertinentes. Dans cette période de volatilité et d'incertitude, vous parlez de confiance. Pourquoi est-ce important de comprendre les mécanismes derrière la confiance, ou son inverse d'ailleurs? Alors Jean-François, moi de ma perspective, la confiance, c'est le point de départ de toute relation humaine durable. Par contre, faire confiance, c'est avant tout faire un pari rationnel sur l'inconnu. Mmh. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites confiance, vous êtes dans une situation d'incertitude. Vous prenez un risque calculé. La confiance, elle n'est jamais garantie. Faire confiance, c'est parier sur la fiabilité de l'autre sans savoir à l'avance ce qu'il va faire. Prenons un exemple. Imaginez que vous communiquiez à un collègue de travail une information confidentielle.
sur vous-même ou sur votre travail, qui, si elle était divulguée, pourrait nuire à votre image ou à votre avancement. Vous n'avez aucune preuve tangible que cette personne ne va pas trahir votre confiance. Pour cela, vous allez vous fonder sur des signaux passés. Est-ce que cette personne a toujours été digne de confiance? Et vous allez inférer, c'est-à-dire anticiper son comportement futur, mais sans aucune garantie. Cependant, votre collègue, ça reste un être humain. Il est faillible, il est influençable, il est vulnérable aux pressions de l'environnement. Donc, en livrant cette information, vous ne savez pas, et vous ne vous appuyez pas sur une certitude, mais sur une probabilité qui espère que le rapport bénéfice-risque va vous être favorable. Alors, qu'est-ce que nous dit la littérature scientifique, et notamment les travaux de Meyer et ses collègues, qui ont montré qu'une personne ou une équipe, pour être digne de confiance, d'une part, il faut qu'elle, dans un environnement professionnel, possède des capacités, des connaissances et des compétences, qu'elle respecte un certain nombre de principes, de normes ou de valeurs partagées, surtout qu'elle ait démontré dans le passé son intention d'agir avec une intention positive. Voilà. Donc, faire confiance, c'est accepter sa vulnérabilité face à l'autre. Et ça va impliquer un relâchement involontaire du contrôle. Le problème, c'est là où ça se complique, c'est que la confiance, c'est pas un mode par défaut du comportement humain. Pourquoi? Parce que l'esprit humain, il est câblé plus pour la méfiance que pour la confiance. Il a besoin d'anticiper, de douter, de se rassurer, de tester, de vérifier. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu avec un dirigeant. Un dirigeant que j'ai accompagné il y a quelque temps se plaignait sans cesse que les membres de son comité de direction ne prenaient jamais d'initiative. Alors, je lui ai demandé de décrire une situation concrète où, selon lui, il aurait dû le faire. Sa réponse est « Ils attendent toujours que je valide leurs idées ». Alors, je lui pose la question. À quand on remonte la dernière fois où quelqu'un a proposé quelque chose que vous avez validé sans le modifier? Et là, grand silence. Il réalise que systématiquement, il améliore, il corrige, il réajuste, et qu'en fait, il étouffe toute prise d'initiative sans même s'en rendre compte. Donc, au lieu de travailler sur la motivation de ses équipes, on a travaillé sur son besoin de contrôle à lui. Et surtout, ce qu'il pourrait se passer s'il commençait à faire confiance à ses équipes. Sans ça, pourquoi les embaucher? Enfin bon, moi, je trouve ça. Et c'est un défaut qu'on a un peu tous, en quelque part. Hein. Et après ça, on mélange ça pour de la collaboration, alors que le psyché va de la personne qui est forcé à collaborer ou voit son idée transformer, son œuvre, hein, parce que parce qu'on en parle en changement, hein, c'est le sentiment d'appartenance, c'est mon processus, c'est mon département, c'est ma division, c'est mon business unit, c'est à moi, non, c'est pas à toi, ça n'est pas, mais on a ce biais-là, c'est très fort. Donc, ça m'amène à la question suivante, hein, cette capacité d'innovation, hein, initiative, innovation, hein, c'est essai et erreur et apprentissage, nous avons en fait un peu tout ça, des équipes et des organisations, donc serait corrélé à cette dimension psychologique ou de sécurité psychologique ou d'a priori ou de réflexe de réponse à un stimuli? Alors, je vous propose, parce que tout le monde parle beaucoup de sécurité psychologique, sans vraiment en poser une définition. Donc, je vous propose pour commencer par poser une définition de c'est quoi la sécurité psychologique. Quand on regarde la littérature, on se rend compte que la sécurité psychologique au sein d'un collectif, que ce soit une équipe ou même une organisation, c'est la croyance partagée par tous les membres de l'équipe selon laquelle l'environnement est sûr pour prendre des risques au sein du collectif. Donc, il s'agit vraiment de penser la culture organisationnelle différemment et passer d'une culture du surcontrôle et du jugement pour créer un climat de confiance, justement. Donc, une culture fondée sur la sécurité psychologique, la littérature nous dit, c'est une culture où chacun a sa place et est accepté tel qu'il est.
Ouais. où chacun a le droit de ne pas savoir et de poser des questions, où chacun a le droit et la possibilité de reconnaître une erreur. Et on sait bien combien coûte la non-reconnaissance des erreurs dans les organisations. Ouais. Où chacun a la possibilité de prendre des risques, de s'exposer, d'oser dire, de challenger le statu quo, sans crainte de représailles éventuelles. Ouais. Le problème, c'est que moi, j'observe dans les organisations, c'est que la sécurité psychologique, elle génère des angles morts. Et je vais vous partager une expérience que j'ai vécue avec une équipe. C'est une entreprise de nouvelles technologies, avec, je dirais, des jeunes générations très dynamiques, très engagées, où les dirigeants ont travaillé dur pour instaurer un climat de sécurité psychologique. Seulement, après quelques mois, les dirigeants constatent un phénomène inattendu. Malgré la bonne entente apparente et superficielle, certaines idées créatives restent absentes. Et en fait, les sujets délicats sont rarement vraiment abordés. Par exemple, critiquer constructivement les décisions d'un manager, signaler les failles d'un produit, avoir un retour critique sur une stratégie, sont jamais abordés. Le travail que je fais avec l'équipe a révélé que, bien que tous se sentent en sécurité, ils vont développer une tendance à présenter une image conforme aux normes sociales du collectif. Ce qui veut dire que, paradoxalement, un excès de sécurité va parfois devenir un facteur de censure, où chacun va éviter les critiques frontales, où chacun va éviter les objections qui vont être jugées négatives. Pourquoi ? De peur d'être perçu comme un perturbateur. Tout à fait. Où chacun, où les signaux faibles qui dérangent sont écartés, où chacun s'auto-censure pour éviter de poser les questions qui fâchent ou de montrer qu'il y a de la poussière sous le tapis qui n'est pas traitée. Et dans ce contexte-là, paradoxalement, la sécurité psychologique conduit à plus mieux l'entente règne, plus l'illusion d'un consensus devient la règle. Je l'ai vu Et souvent. ça, on le voit dans les organisations. Donc, c'est pour ça que pour moi, cette notion de sécurité psychologique dont tout le monde parle, il faut y faire très attention. Et d'autre part, il faut mettre en place des contre-mesures pour pouvoir la réguler. Alors, ces contre-mesures, il y en a un certain nombre de ma perspective, et je vais vous les proposer. C'est d'une part de non seulement privilégier une communication ouverte, mais surtout de favoriser un débat contradictoire. Et là, il y a plusieurs techniques, c'est-à-dire, par exemple, de désigner systématiquement dans chaque réunion une personne chargée de questionner les angles morts, qu'on appelle l'avocat du diable. Hein, ça marche bien, ça. Aussi, autre possibilité, c'est sur un projet, imaginer à l'avance que le projet a échoué de manière spectaculaire, que rien ne s'est passé comme prévu, et de manière anticipée, d'explorer toutes les raisons possibles de l'échec, comme si celui-ci avait déjà eu lieu. Et dernièrement, moi, ce que j'ai mis en place dans une organisation, c'est d'organiser ce que j'appelle la confrontation productive. Parce que ce que j'ai observé, c'est qu'une équipe saine, elle ne fuit pas le conflit. Elle ne va pas fuir la confrontation. Elle va canaliser cette dynamique de confrontation de manière positive pour en faire à la fois un levier de cohésion. Ça veut dire quand on se dit les choses, on se le dit les choses de manière claire, directe, sans filtre, mais de manière bienveillante vis-à-vis de l'autre. Ça permet à la fois de créer des conditions de cohésion et de clarté. Moi, je vois toujours une nuance entre désaccord et conflit. Est-ce que vous faites la même gradation? Parce que j'ai toujours peur que conflit, ça devienne interpersonnel et à ce moment-là, l'intervention pour en sortir est plus complexe. Est-ce que c'est important de bien préciser disons, passons par le désaccord et il est important et sain d'avoir des désaccords avant qu'on aille, entre guillemets, au conflit ouvert, et là, les gens ont le sentiment de devoir prendre parti, alors qu'un désaccord, on est encore dans « j'ai une opinion, je pense, je crois », hein, donc penser, croire,
et où on peut apporter certains faits, on peut apporter certaines choses. Le conflit, c'est plus Je suis compliqué. entièrement Ça d'accord avec devient vous. Je suis quasi... entièrement d'accord avec vous. Le désaccord, d'autant plus que le désaccord, il peut naître pour plusieurs raisons. Oui, bien sûr. L'organisation du travail, le partage des ressources, la capacité à ordonnancer les priorités. Je vais vous partager une expérience que j'ai eue dans une entreprise de l'outillage, une grande entreprise de l'outillage Ouais, en France, où en fait, ouais. il y avait un conflit ouvert entre deux directeurs commerciaux, le directeur commercial de la zone sud et le directeur commercial de la zone nord. Ils Oui. étaient en conflit ouvert depuis des années. Mm. Okay. Seulement, ils avaient complètement oublié quelle était l'origine de leur conflit. Ils étaient partis d'un désaccord sur l'organisation du travail et la répartition des ressources et Ouais. la répartition des bénéfices Oui. sur qui n'avait pas été traité, qui était resté larvé et qui progressivement s'était transformé en conflit interpersonnel. Et le problème, c'est que chaque directeur avait clivé et avait clanisé et regroupé autour de lui des acteurs. Donc, vous aviez non seulement les directeurs qui étaient en conflit, mais les équipes respectives qui étaient chacune en conflit. Et ça avait des résultats catastrophiques sur l'organisation. Donc, vous avez entièrement raison. Il est important de traiter les désaccords avant que ça dégénère en conflit interpersonnel. Complètement. Oui, donc cette gradation dans le vocabulaire, hein, moi je suis comme je dis souvent, les auditeurs le savent, je suis québécois, donc les mots. Premièrement, j'aime la langue française, je veux parler en français, je veux travailler en français, ce qui m'empêche pas de le faire dans une autre langue. Et cette question-là de définir le mot, c'est pour ça que je suis tellement content que vous ayez défini cette notion de sécurité psychologique. Ben, définir c'est quoi un projet, définir c'est quoi une organisation, enfin, etc., etc. Ça va trop, il y a trop de choses. Et une chose qui me revient quand je vous entends répondre à cette question, c'est ce mot diversité. Est-ce que cette pensée unique ou cet ordre établi, hein, Laurence Bally nous parlerait d'ordre établi. Elle nous a fait un très beau podcast sur cette question-là il y a quelques mois. Est-ce que ça s'installe, entre guillemets, à l'insu de notre plein gré? Ou est-ce qu'il y a des facteurs, selon vous, qui favorisent l'installation de cette espèce moi j'appelle ça pensée unique, vous avez peut-être un autre nom comme ça, ou l'absence de discours contraire? Absolument. Enfin, je trouve qu'il existe une croyance largement répandue dans les organisations, qui est de dire que des personnes compétentes, rationnelles, qui disposent d'informations complètes et fiables, prendront la meilleure décision possible. En fait, les faits contredisent complètement cette hypothèse. Le problème, c'est pas ce que les gens ignorent, c'est ce qu'ils font de ce qu'ils savent. Ouais. Pourquoi? Parce que notre esprit humain, il filtre le réel. Il a tendance, et ça, c'est les travaux de Kahneman notamment, hein, je conseille aux auditeurs, ces deux ouvrages fondateurs, hein, Système 1, Système 2, et puis son ouvrage autour des bruits informationnels. L'esprit humain, il filtre le réel. Il a tendance à simplifier. Il interprète selon ses schémas préexistants. Il est sensible au contexte. Il est sensible aux émotions. Et puis, il est aussi sensible à la pression sociale. Donc, le sujet, c'est que à partir du moment où j'ai une idée préexistante en tête, je vais avoir tendance à rechercher, interpréter, me souvenir des informations qui vont confirmer mes croyances antérieures, tout en ignorant ou en rejetant celles qui les contredisent. Donc, c'est ce qui amène justement à cette mise en place de pensée unique dans les organisations. Et moi, ce qui me fait sourire, c'est que, alors que toutes les données montrent que la diversité dans les organisations est de nature à favoriser à la fois la performance, l'innovation, la créativité, on se rend compte aujourd'hui, et on a l'exemple avec le patron de Meta, où en fait, on veut revenir à
une certaine forme de pensée unique. Ce qui est assez Mmh. paradoxal. Mmh. Notamment, quand je vois quand on regarde les données, on voit que les équipes qui sont mixtes, avec un rapport équilibré entre hommes et femmes, sont beaucoup plus performantes, sont beaucoup plus créatives, sont beaucoup plus innovantes que Mmh. Ouais, les équipes qui sont composées de mêmes profils. Lorsqu'on ouais, voit, les données nous montrent aussi que des personnes qui ont des origines différentes, des formations différentes, oui, des perspectives différentes, des cultures différentes, lorsque vous les mettez ensemble, alors bien sûr, il y a une première phase qui va être une phase d'ajustement, où chacun oui, va devoir se comprendre, chacun va devoir avoir un langage commun. Mais une fois que c'est fait, oui, ça génère beaucoup plus de créativité, d'innovation, de oui, régulation oui, des besoins et des émotions internes, avec une véritable authenticité et justement cette confrontation-là, moi j'appelle de mes vœux dans les organisations, qui est une confrontation positive. C'est-à-dire, on oui, parle oui, des vrais sujets de manière factuelle, sans avoir peur des conséquences, sans rentrer oui, dans le conflit justement, et de oui. manière saine, en étant en confrontation positive et bénéfique. Quand j'entends confrontation, désaccord, conflit, enfin, je vais peut-être aller chercher un linguiste en quelque part à un moment donné pour nous parler des racines de ces mots-là. Enfin, mais c'est exactement un peu dans des mots très différents, mais ça fait écho avec ce que Claude Aymon disait. Lui parlait de disrupteur Ouais. positif. Et Laurence Bally parlait de rapport d'étonnement. Donc, utiliser les nouveaux qui arrivent dans un groupe pour justement, mais qu'est-ce qui t'a surpris dans ce truc, dans ces 4, 5, 6 premières semaines de travail avec ce collectif-là? Qu'est-ce qui te surprend? J'en suis même venu, peut-être que je vais créer mon site web, je vais créer vos rapports d'étonnement pour vos organisations, pour vous sortir de ce confort. Parce que oui, on le cherche. Je pense que c'est une recherche de sécurité, une recherche de certitude, je pense que vous avez dit aussi, et qui est très humaine en quelque part, hein, parce qu'on est le produit de notre évolution, n'en déplaise à certains. De plus en plus d'organisations portent attention à leur capacité à changer. Selon vous, est-ce que c'est vraiment important ou et si oui, pouvez-vous nous dire comment l'augmenter ou l'améliorer? Ou est-ce que c'est encore une facette de quelque chose d'autre cognitivement, entre guillemets? Parce que bon, on connaît maintenant cette courbe du deuil, nous en changement, on l'appelle la courbe en V, les étapes, les grandes étapes, et c'est important de commencer par là pour ensuite voir comment un collectif peut passer ensemble à travers ces étapes-là. Ou est-ce qu'il y a des facteurs psychologiques ou cognitifs qui sont à l'œuvre derrière ça et qui nous permettraient je veux pas dire d'accélérer parce que tout le monde pense, mais de mieux comprendre et de moins, entre guillemets, paniquer ou revenir à l'état zéro ou l'état antécédent quand on se sent un peu menacé ou quand on sent nos certitudes ou notre sécurité menacée. Comme vous êtes sensible au sens des mots, je vais vous proposer de prendre un instant pour réfléchir en se posant la question, c'est quoi changer pour une organisation? Mmh. Alors, quand on regarde la littérature, et là je vais me tourner, je vais changer puisque j'ai cette double culture qui vient à la fois de la psychologie scientifique, mais je suis passionné par la sociologie des organisations. Ouais, Euh, Quand on regarde un petit peu ce que nous enseigne la sociologie des organisations, changer, c'est transformer durablement des actions, ouais, des croyances, et transformer ouais. les interactions sociales qui vont structurer la vie d'une organisation. Changer, Merci. c'est être en capacité de renégocier régulièrement les règles du jeu, mais aussi de Ouais. réorganiser les rapports de pouvoir. Et on va voir que les rapports de pouvoir, ils sont pas uniquement au sommet de la hiérarchie, ils sont à tous les stades de l'organisation. Mhm. Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, moi, les auteurs que j'affectionne particulièrement, hein, c'est bien sûr Crozier-Friedberg, les travaux de Dupuis, Ouais. les travaux de Clos. Ils nous montrent quoi, tous ces auteurs? C'est que le changement ne se décrète pas. Et ça dérange Mm. beaucoup les dirigeants. Ouais. Pourquoi? Parce que la majorité des dirigeants, ils pensent pouvoir changer par une approche top-down. Ça veut Ouais. dire, ils définissent la vision, ils fixent les priorités, ils allouent les Ouais. ressources,
ils imposent la façon de faire et ils imposent les temps de passage. Ouais. Le problème, c'est que en agissant de la sorte, ils vont négliger les arrangements informels qui structurent le travail réel. Et en fait, lorsqu'on regarde un petit peu, moi, j'interviens beaucoup justement dans les processus de transformation, que Ouais. la prescription, c'est-à-dire les procédures, les injonctions, n'est jamais identique à l'activité réelle. Et sans débat sur le réel, avec l'ensemble des acteurs, le changement, il est systématiquement inopérant. Et c'est pour ça que Oui. les approches top-down, dans leur immense majorité, elles échouent. Ça me fait tellement plaisir de vous entendre dire ça, parce que c'est pas moi qui le dis. J'aime bien. Moi, je dis quelque chose de similaire, mais c'est pas moi qui le dis, et c'est là où ça a toute sa valeur aussi. Mais aussi, ça veut dire que le changement imposé, en réalité, il est toujours négocié par l'individu et par le collectif. Bien sûr, parce que Crozier-Friedberg, qu'est-ce qu'il nous montre? C'est que à tous les niveaux de l'organisation, les acteurs détiennent des marges de liberté. Ouais. C'est ce que Crozier appelle les zones d'incertitude. Par exemple, si je détiens une expertise ou une compétence rare dans l'organisation, même si j'ai pas un poste de dirigeant, mais je suis un expert reconnu dans mon domaine, ben je vais détenir un pouvoir sur l'organisation. Si je contrôle l'information ou si je contrôle la technologie, je vous prends un exemple tout bête. Si je suis le seul à savoir faire marcher la photocopieuse ou l'imprimante de l'organisation, ben je suis en position de pouvoir. Autre zone d'incertitude qu'on voit beaucoup, notamment chez les dirigeants, c'est si je fais monter des crises pour mieux les résoudre, je vais avoir là aussi une zone de pouvoir. Et ça, c'est des comportements, des patterns, moi, que je vois régulièrement. J'en ai connu des comme ça, oui. Donc, le changement pour moi, mais pas seulement, c'est à la lecture de tout ce que nous enseigne la sociologie. C'est un processus dans les organisations de négociation permanente. Où les rapports de force sont incontournables. Alors, ça dérange beaucoup de dirigeants de dire ça. Mais de ma perspective, ne pas intégrer ça dans le processus de changement, c'est être naïf. Je vais juste vous donner un exemple pour revenir au réel, parce que j'aime bien être ancré dans le réel. Quelque chose que j'ai vécu avec une organisation dans un gros cabinet de conseil. Dans ce cabinet de conseil, la direction décide de déployer un outil collaboratif pour partager les connaissances entre consultants. Ce qui est plutôt une bonne idée. L'objectif, c'est de casser les silos, de fluidifier la circulation des expertises, de gagner du temps, d'éviter de capter du capital intellectuel et d'apprendre à apprendre et de permettre au collectif de bénéficier de l'apprentissage de tous. Problème, après plusieurs mois, les indicateurs sont super décevants. En moyenne, vous avez 15% des consultants qui alimentent la base des connaissances et surtout les plus chevronnés d'entre eux. La raison, elle n'est pas technique. L'outil, il est simple, il est intuitif, il est fonctionnel, ça marche très bien. La raison, elle n'est pas rationnelle parce que tout le monde, lorsque vous interrogez les gens individuellement, admet que c'est utile et ça serait utile. Le problème, c'est que partager ses connaissances, ses savoir-faire, ses méthodologies revient pour beaucoup de consultants et surtout les plus chevronnés d'abandonner une partie de leur avantage distinctif. Et psychologiquement, ça va constituer une atteinte ou une menace à leur identité professionnelle. Et donc, tout à fait, pourquoi? Parce que ces consultants, ils ont bâti leur réputation auprès des clients ou en interne sur la rareté de leurs compétences. Et ils se disent, si je rends mon savoir trop accessible, je perds ce qui fait de moi un expert recherché et reconnu. Et donc, la résistance au partage du savoir, c'est pas une question de manque de motivation. Je sais que c'est utile, mais c'est une peur de dévalorisation de mon statut. Au risque de devenir remplaçable. Et on revient à cette question de sécurité psychologique dont vous avez parlé au début. Et de sécurité. Alors là, dans ce contexte, la question pour le dirigeant, et c'est là-dessus où je les ai accompagnés, ça va être moins d'imposer un changement que de changer les représentations des personnes. C'est-à-dire que de faire d'un signal qui est une menace, dans lequel j'éprouve un risque de dilution, d'en faire un signal de prestige. C'est-à-dire que le consultant qui va partager
ces connaissances, on va le reconnaître. Mais ça ne peut marcher que si c'est bâti sur la confiance. Et justement, cette notion de sécurité psychologique qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, je n'irai pas aussi loin qu'Olivier Zara qui disait sur ce podcast que knowledge management is dead. Mais j'ai toujours cru, et moi, quand je travaillais chez Deloitte, on était rémunéré là-dessus. Oui. Si tu n'avais pas, entre guillemets, alimenté le collectif, tu ratais 10-15% de ton variable. C'était pas que la base de données, c'était faire des lunch and learn, il y avait toutes sortes de façons de partager expérience et connaissances. Hein? Les deux sont intimement interreliés parce que la connaissance parce que c'est tout à fait le processus à travers lequel je vis quand je vous parle. J'entends des choses et je fais des relations avec mes expériences et mes connaissances et j'en produis, je ne veux pas dire de nouvelles, mais je les adapte et je les ajuste, je ne veux pas dire à la marge, mais je les adapte et je les ajuste. Alors, j'ai juste une petite nuance, ça me permet de rebondir, mais vous parlez de votre expérience et justement sur la notion de rémunération des experts sur le partage de leurs connaissances. Pour moi, lorsqu'on regarde les théories de la motivation et notamment les travaux de Dossi et Ryan, on se rend compte qu'il y a deux niveaux de motivation. Il va y avoir la motivation extrinsèque, justement la rémunération en fait partie. Oui. Et il y a aussi la motivation intrinsèque. Intrinsèque, oui. Ce qui veut dire que je vais avoir plutôt, bien sûr, la rémunération est un moyen de partager mes connaissances, mais si je suis reconnu au sein de l'organisation comme un expert, là, ça vient toucher ma motivation intrinsèque. Ça veut dire que je ne fais pas ce que je fais dans le but de recevoir quelque chose, mais je fais ce que je fais dans le but de contribuer à quelque chose qui est plus grand que moi. Vous voyez? Donc, les deux vont de pair. De ma perspective, tout centré sur un aspect extrinsèque, la rémunération, le statut, etc., fonctionne, mais ne déploie pas toute la puissance si vous faites les deux, c'est-à-dire travailler sur l'aspect extrinsèque, la rémunération, le statut, mais aussi travailler sur la reconnaissance de la personne dans ce qu'elle apporte au collectif et de son positionnement dans le collectif. Ouais. Et je pense que je pourrais même te relancer là-dessus en disant, et ça doit évoluer au long de la carrière. Bien sûr. C'est un peu ce dont on parlait avant d'enregistrer. Avec ces notions là, extrêmement riches. Pourquoi? Parce que tout le capital des entreprises, il est dilapidé. On est vieux à 50 ans dans les boîtes aujourd'hui et tout notre savoir, on le transmet pas. Oui. Donc, comment je vais utiliser cette connaissance pour la transmettre aux générations futures. Oui. Et je pense à Alban Peleshko, qui nous a fait 2 très beaux podcasts sur ces questions-là et les difficultés inhérentes à ça. Pourquoi? Moi, je dis à Alban, avec son logiciel de capture de connaissances par la vidéo, et lui, c'est la vidéo et le parler. C'était en avance sur ton temps. C'est à la fois bien, à la fois pas bien, mais bon, il est un peu en avance sur son temps, mais je pense qu'on y viendra. Pourquoi? Parce que alimenter la machine de façon à ce que la machine nous aide mieux va devenir un cercle vertueux éventuellement à terme. Je veux te faire parler, Gilles, de biais cognitifs. Moi, je suis un amateur en matière de biais cognitifs, mais je suis un amateur tardif. J'y viens lentement, j'y viens tardivement dans ma carrière. Je veux que nos auditeurs prennent une longueur d'avance sur moi qui suis toujours en retard. Parle-nous un peu de biais cognitifs. C'est rare de pouvoir trouver des gens qui peuvent parler concrètement et intelligemment de biais cognitifs et comment ça nous sert ou ça nous dessert. Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'esprit humain, en fait, il filtre le réel. Nos esprits, au travers de notre éducation, de notre formation, de notre parcours de vie, on a développé, je dirais, des compétences qui nous amènent à donner du sens sur ce qu'on vit, mais en filtrant le réel. Ça veut dire que notre cerveau, et ça c'est tous les travaux, notamment de Kahneman, on en a déjà parlé, avec qui montre entre le système 1 et le système 2 les différences. Donc, le cerveau, il va avoir tendance à simplifier, à interpréter selon ses schémas,
Il va être sensible au contexte, il va être sensible aux émotions, il est sensible à la pression sociale. Et en fait, avant même que tu aies eu le temps de formuler consciemment une idée, le cerveau, il va avoir déjà pris des raccourcis. Alors, les biais cognitifs, ce sont pas des erreurs, ce sont des stratégies d'efficacité cognitive. D'abord parce que notre cerveau, il n'a pas la capacité de tout analyser tout le temps. C'est impossible. D'accord ? C'est trop. Donc, il va favoriser ce qu'on appelle des heuristiques. Les heuristiques, c'est quoi ? C'est des règles mentales simplifiées, rapides, qui sont utiles et qui nous permettent de prendre des décisions à la fois rapides, mais aussi dans l'incertitude et dans la complexité, là où on n'a pas toutes les informations. Je prends un exemple. Un médecin urgentiste, il va utiliser une heuristique s'il est face à un patient qui a une douleur thoracique, ainsi que certains marqueurs cliniques, qui va l'amener à suspecter un infarctus. Il n'a pas, dans l'urgence, procédé à toutes les vérifications. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de poser un diagnostic et d'agir pour envoyer le plus vite possible le patient à l'hôpital. S'il prenait le temps d'analyser avec le système 2 de Kahneman de manière extrêmement rationnelle, structurée, et probabiliste, son patient, il meurt. Oui, c'est ça. Donc, en fait, notre cerveau, il est là pour prendre une décision rapide et quelque part faire un pari sur le futur. Et c'est ce que nous enseigne la psychologie évolutionniste. Imagine que on fait un retour en arrière de 100 000 ans. À deux chasseurs-cueilleurs, on est tous les deux des chasseurs-cueilleurs dans la savane. Il y a 100 000 ans. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas mangé et on opère au loin une forme indistincte. Toi, tu vas me dire, ah, super, c'est sûrement un buisson de baies, on va se régaler. Et moi, je te dis, mais attends, c'est peut-être un buisson de baies, mais ça pourrait être un prédateur embusqué. Donc, la question, c'est, qu'est-ce que tu fais? Si tu paries que c'est un buisson de baies, tu feras un bon repas. Mais si c'est un prédateur, c'est toi qui vas le déjeuner. Par contre, si moi, je me dis, je parie sur un prédateur, j'aurai rien à manger, mais si mon intuition, elle est juste, je vais survivre. Et notre cerveau, quelque part, il n'est pas fait pour optimiser ou pour maximiser. Il n'est pas optimisé pour maximiser les gains. Il est surtout optimisé pour minimiser les pertes. Et faire en sorte qu'on survive. Donc, en fait, les biais cognitifs, c'est ça. C'est qu'on a développé un certain nombre d'heuristiques qui nous amènent à prendre des décisions qui sont fluides, instinctives, rapides, sans mobiliser ce que Kahneman appelle le système 2, c'est-à-dire l'analyse logique, rationnelle, argumentée d'une situation. Donc, dans une entreprise, des biais cognitifs, tu en as plus d'une centaine qui vont déformer ta perception, qui vont orienter tes jugements, qui vont filtrer l'information. Je te cite les plus fréquents. Ceux qui ont la plus grosse part de marché. Voilà, ceux qu'on retrouve le plus souvent. Par exemple, rechercher, interpréter, se souvenir d'informations qui confirment tes croyances. Le biais de confirmation. Par exemple, si un manager a une représentation négative d'un membre de son équipe, il va retenir tout ce qui ne va pas et il va oublier tout ce que le collaborateur fait bien ou il va même pas voir tout son potentiel. Et se rendre compte que s'il fait peut-être pas bien les choses aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas mis en condition de bien pouvoir les faire. Deuxième biais qu'on retrouve souvent, c'est de surestimer sa compréhension des mécanismes complexes. Surtout ceux qui sont familiers. Si par exemple, je te demande ce qu'est une émotion, si tu sais ce qu'est une émotion, tu vas me dire oui, je sais. Maintenant, si je te demande de m'en donner une définition, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, les humains, ils vont avoir tendance
à surestimer leur compréhension des mécanismes complexes. Surtout ceux qui semblent familiers. Mais en fait, on se rend compte que, et d'ailleurs, ces deux chercheurs en sciences affectives qui n'arrêtent pas de répéter, c'est tout le monde sait ce qu'est une émotion jusqu'à ce qu'on leur demande d'en donner une définition. Le problème, il est vraiment là. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'illusion de profondeur explicative. On pense savoir, mais on ne sait pas. Et ça, c'est chez les dirigeants, l'illusion de profondeur explicative. Moi, je la rencontre extrêmement fréquemment. Le dirigeant qui a un avis sur tout, qui sait tout sur tout, qui connaît tous les concepts, mais qui les connaît en superficie, et qui est pas allé creuser au-delà, on en rencontre régulièrement dans les organisations. Un troisième biais que moi je rencontre très souvent, c'est d'investir des ressources en temps, en argent, en énergie dans un projet, alors que toutes les informations t'indiquent que la poursuite de ce projet ou de cette action est complètement irrationnelle. On va appeler d'escalade de l'engagement. Et là, on a plein d'exemples, hein, aussi bien dans l'histoire. L'un des plus connus quand même, c'est l'engagement en Vietnam, l'engagement américain en Afghanistan, qui a coûté des milliards, ou parce que on a commencé à mettre un doigt dans l'engrenage, on continue d'alimenter le système. Alors parce qu'on pense qu'on est on se rapproche du but, alors que le but. Absolument. Voilà. Ça, c'est en fait les biais mais il y en a toute une kyrielle. Le problème, c'est que dans un monde de transformation continue comme celui qu'on vit dans les organisations, ton pire ennemi, c'est pas l'erreur, c'est la certitude d'avoir raison. Et là, dans ce contexte, comment on fait et moi, je travaille beaucoup avec les équipes justement pour les désensibiliser justement à ce risque de biais cognitif. C'est ce qu'on appelle développer des compétences métacognitives. La métacognition, c'est quoi? C'est penser sur sa pensée. Et c'est prendre un pas de recul sur ses propres raisonnements pour, d'une part, identifier les raccourcis mentaux automatiques, hein, le système 1, le Kahneman. Et ça va passer par l'observation des pensées, des décisions, le questionnement, l'introduction du doute méthodique. On en revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans un collectif la notion d'avocat du diable, la notion d'aller challenger toutes les idées en imaginant toutes les conséquences négatives à cette action ou à cette décision. Voilà. C'est vraiment d'instaurer à la fois un doute méthodique, mais un doute sain. Parce que douter, dans la durée, c'est pas sain. L'idée, c'est vraiment d'instaurer un doute qui permet d'être sensible à tout ce qui pourrait se passer qu'on n'a pas prévu. Alors, Gilles, je vais t'arrêter sur instaurer un doute sain, et on va appeler ça un moment lacanien. Et je vais inviter tout le monde à réfléchir à cette question-là. Parce qu'on pourrait continuer à parler pendant des heures. Je vais plutôt repenser un autre jeu de questions et je te propose de continuer à explorer cette question-là des biais cognitifs, parce que je pense que j'ai trouvé mon expert en biais cognitifs et je pense que c'est important qu'on en parle beaucoup plus. Et on se reparle dans 6 mois sur cette question-là de biais cognitifs. On repartira de ce moment de doute constructif. Je te remercie beaucoup et à très bientôt, Gilles. Merci, c'était extraordinaire. Je te remercie. Nous aurions pu arrêter ce podcast sur un autre moment lacanien lorsque Gilles Favreau dit que tout le monde sait ce que c'est qu'une émotion jusqu'à ce qu'on leur demande d'en donner une définition. Nous avions déjà parlé de sécurité psychologique et de biais cognitifs par le passé, mais là, je crois que nous venons d'avoir une masterclass sur ces sujets et je tiens à remercier profondément M. Favreau de m'avoir fait confiance, car nous ne nous connaissions pas avant que je lui demande de faire un podcast avec moi. L'illusion de profondeur explicative,
je suis arrivé à mémoriser le nom de ce biais cognitif que je rencontre tellement souvent et dont je suis aussi victime. En effet, bien peu de gens comprennent toute la technologie nécessaire pour pouvoir simplement écrire un post sur un réseau social dans le métro, mais maintenant que vous pouvez le faire, ce serait difficile d'y renoncer. Commençons donc à continuer à regarder nos organisations, mais avec davantage d'humilité, surtout au regard des différences entre le travail prescrit et le travail réel, merci M. Peretti, et avant de vouloir tout changer, ou pire, de penser que c'est facile de tout changer. Finalement, bien sûr qu'il y a des biais de confirmation dans nos choix d'invités, dans nos podcasts, et je laisse le soin aux auditeurs fidèles de les détecter et de les filtrer. Nous espérons, comme d'habitude, que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes détaillées sur l'espace podcast de la communauté IAE Pro. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre lettre hebdomadaire où nous abordons tous les mardis des réflexions et des perspectives pour vous permettre de développer votre action stratégique. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine. À très bientôt.